Un éclat de vérité vous transperce la poitrine avant même que vous puissiez en comprendre l'origine. C'est le premier choc, la prise de conscience qu'en vous, quelque chose a changé à jamais et que la vie, silencieusement, attend que vous preniez conscience de la profondeur de cette rupture. Ce n'est pas un événement visible, pas un avertissement écrit dans le ciel, mais une vibration soudaine qui réorganise tout autour de vous. Et vous savez, même sans pouvoir l'expliquer, que plus rien ne sera jamais comme avant. Carl Jung disait que la conscience éveillée n'apporte pas le réconfort, mais une sorte de blessure lumineuse, et c'est peut-être précisément ce qui fait que tant de gens redoutent leur propre éveil. Car lorsque cette lumière brille, elle n'illumine pas seulement l'extérieur, elle vous illumine vous-même impitoyablement, sans artifice, sans le petit nombre de subterfuges qui vous permettaient auparavant de subsister dans le monde. C'est précisément à ce moment que l'abîme s'ouvre dans le domaine des relations amoureuses. Le contraste entre ce que vous étiez et ce que vous devenez après l'éveil crée un déracinement si profond que le monde sentimental, autrefois familier, commence à paraître étranger. Le texte qui servait de base le laissait déjà entrevoir. L'impression que l'authenticité, une fois éveillée, rend impossible toute participation au jeu qui passait auparavant inaperçu. Mais ici, maintenant, face à ce récit renouvelé, il faut le ressentir plus intensément, comme si chaque mot était un pas à l'intérieur d'un temple antique dont on réalise seulement maintenant qu'il a toujours été ouvert. Le dilemme est presque cruel. Plus on se comprend soi-même, plus on réalise que ce qu'on appelait autrefois romance n'était qu'illusion partagée. Non pas de mauvaises illusions, mais des mécanismes de défense, des masques soigneusement confectionnés pour protéger de profondes fragilités dont beaucoup ignorent même l'existence. À l'éveil, ces mécanismes s'effondrent, non par choix, non par rébellion, mais parce qu'il devient impossible de maintenir une façade en sachant qu'il ne s'agit que d'une façade. Carl Jung disait que la rencontre avec le soi dissout l'ancien théâtre intérieur et, ce faisant, dissout également la dynamique qui sous-tendait la plupart des liens les plus communs. Et c'est là que surgit la première question provocatrice. Que reste-t-il de l'amour une fois toutes les illusions disparues? La première réaction est déstabilisante. Il n'y a que vous, vous seul, entier, lucide, transparent, libéré des ombres qui vous guidaient autrefois. Et si cela représente un accomplissement spirituel profond, c'est aussi une difficulté pratique colossale. Car le monde n'est pas habitué aux personnes entières. Le monde s'organise autour des besoins, des manques, des angoisses complémentaires qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle imparfait. Deux vides se reconnaissent de plus facilement que deux entiers. C'est pourquoi, lorsqu'une personne éveillée rencontre quelqu'un d'autre encore guidé par la quête d'une complétude extérieure, quelque chose cloche. Il n'y a ni tension, ni cette lueur anxieuse souvent confondue avec la passion. La transparence fait disparaître le terrain où se déroulait le jeu. Et puis la solitude apparaît, non comme un abandon, mais comme une conséquence naturelle d'une lucidité nouvelle. Une solitude différente, silencieuse, mûre. Ce n'est pas de la tristesse, mais plutôt la prise de conscience que la plupart des gens cherchent chez les autres ce que vous avez déjà trouvé en vous. Vous cessez de chercher l'acceptation parce que vous vous acceptez déjà. Vous cessez de chercher la validation parce que votre existence est déjà solidement établie. Vous cessez de chercher le salut parce que vous comprenez qu'il n'y avait rien à sauver. Cette autonomie émotionnelle, si rare et si convoitée dans les discours superficiels, devient paradoxalement un obstacle pour ceux qui cherchent encore l'amour à l'ancienne. Et pourtant, il se passe quelque chose de plus profond. Carl Jung soulignait toujours que tout processus d'individuation requiert des périodes de détachement, car le nouveau niveau de conscience a besoin d'espace pour se consolider. Les difficultés relationnelles ne sont pas une punition, mais une étape initiatique, un seuil qui prépare à une relation non fondée sur le besoin ou la projection. Une autre question se pose alors inévitablement. Si deux éveils se rencontraient, que deviendrait cette rencontre? L'espoir commence à naître telle une bougie allumée dans l'obscurité, car contrairement aux apparences, le chemin ne s'achève pas dans une solitude lumineuse. L'éveil n'est pas un isolement permanent, mais une purification. C'est le démantèlement des illusions pour ne laisser subsister que l'essentiel. Et l'essentiel, même si beaucoup tentent de le nier,
inclut le désir humain de connexion. L'éveil n'élimine pas l'aspiration à la rencontre. Il ne fait que l'affiner. Lorsque l'on atteint la plénitude, on ne cherche plus quelqu'un pour nous compléter, mais quelqu'un qui chemine à nos côtés avec la même lucidité. Ce changement est radical car la dynamique de l'apport émotionnel disparaît. Place à la possibilité d'une communion consciente, où l'on ne cherche plus à combler des vides, mais à partager sa présence. Mais avant toute promesse, avant même d'entrevoir l'avenir, il faut se confronter à une vérité essentielle. La plupart des gens restent prisonniers de l'ancien paradigme. La plupart recherchent encore le réconfort des projections, la sécurité des masques, la familiarité des répétitions. Et cette prise de conscience peut être douloureuse. Il peut sembler que l'éveil vous ait éloigné de l'amour, alors qu'en réalité, il vous a seulement éloigné de ce qui se présentait comme tel, mais qui ne l'était pas. Dès lors, la question la plus troublante se pose. Existe-t-il quelqu'un prêt à vous rencontrer sans masque, sans jeu, sans illusion? C'est à ce moment précis que la tension de la première partie s'intensifie. Quelque chose est sur le point d'être révélé, même si vous ignorez quoi. Vous avez l'impression de vous tenir devant un portail étroit, sachant qu'il vous faut le franchir, mais pressentant que ce qui se trouve de l'autre côté ne correspond plus à vos anciennes conceptions. Ce changement anticipé crée une vibration intérieure, comme si l'âme se penchait en avant, prête à faire un pas qu'elle ne peut pas encore pleinement comprendre. Et c'est ici que s'achève la première partie, sur le seuil. Un seuil empreint de silence, de malaise et de promesses. Une frontière où la solitude n'est plus un fardeau, mais une prémonition, et où la présence silencieuse de Carl Jung se manifeste comme un guide intérieur, vous invitant à poursuivre. Car ce qui suit n'est ni simple, ni confortable, ni prévisible. Ce qui suit, c'est l'inévitable approfondissement du cheminement. Et peut-être, qui sait, le véritable début du mystère est-il sur le point d'apparaître. Il se produit quelque chose d'étrange lorsqu'on commence à observer le quotidien avec la lucidité du réveil. Les situations les plus banales, celles qui semblaient auparavant de simples épisodes répétitifs, révèlent des significations profondes et cachées. C'est comme si chaque scène anodine portait en elle un miroir silencieux pointé droit sur nous. Carl Jung a nommé ce phénomène le mouvement symbolique du quotidien. Et c'est peut-être pourquoi certaines rencontres, en apparence anodines, se transforment en portails de perception. C'est de cela qu'il s'agit dans cette section, car c'est dans le monde ordinaire, celui des conversations rapides, des messages tapés à la hâte et des regards évités dans les couloirs, que la tension entre authenticité et désir humain d'enchantement se manifeste pleinement. Prenons l'exemple de cette situation courante où quelqu'un vous aborde avec intérêt, persuadé d'avoir percé en vous un mystère captivant. Au début, tout semble fluide, un échange de mots légers, des sourires calculés, des gestes censés signifier l'ouverture. Mais bientôt survient un moment précis, presque toujours inattendu, où cette personne perçoit quelque chose de déconcertant. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous ne modulez pas votre personnalité. Vous ne cherchez pas à créer de malaise, ni à susciter la curiosité. Vous êtes simplement présent. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de jeu. Et cette absence, si naturelle pour ceux qui ont déjà vécu une prise de conscience, provoque un profond malaise chez ceux qui ont encore besoin de ce jeu de miroir pour ressentir de l'intérêt. Les récits de telles situations sont innombrables et se répètent presque comme un schéma invisible. Imaginez une simple rencontre dans un café. L'autre personne s'attend à ce que vous manifestiez une hésitation, une attente, cette légère anxiété qui précède généralement l'expression de son intérêt. Mais vous n'offrez que la tranquillité. Une tranquillité qui ne demande rien, qui ne cherche pas à se faire remarquer. Et c'est précisément ce qui désoriente. Il y a un moment où l'autre personne détourne le regard, comme à la recherche d'une faille, d'une brèche émotionnelle, quelque chose qui pourrait être interprété comme de la fragilité ou un besoin d'affection. Et lorsqu'elle ne la trouve pas, quelque chose en elle se crispe. Ce n'est pas un rejet conscient, c'est simplement le choc de rencontrer quelqu'un qui ne reproduit pas les schémas affectifs attendus. Cette scène très courante se répète à l'infini. Un appel resté sans réponse accompagné d'anxiété, une absence de jalousie interprétée comme du désintérêt, une conversation profonde qui déconcerte car elle ne repose sur aucun artifice émotionnel. Carl Jung disait que voir autrui clairement signifie le voir sans projection.
Et c'est là un autre point crucial. Ceux qui s'éveillent en voient les gens avec une telle clarté que parfois, cette vision devient presque un fardeau pour la personne observée. Il n'y a pas de jugement, seulement la perception. On perçoit l'insécurité dissimulée derrière une phrase en apparence arrogante. On perçoit la blessure qui vibre derrière une tentative exagérée de paraître indépendant. On perçoit le besoin désespéré d'approbation derrière une posture qui feint l'autosuffisance. Cette clarté a un impact. Pour beaucoup, se sentir véritablement vu est plus terrifiant que n'importe quel rejet explicite, car cela expose sans agressivité, révèle sans pression, illumine sans intention. La présence lucide fonctionne comme un miroir que peu sont prêts à regarder en face. Et puis il y a des situations encore plus subtiles, celles qui se produisent dans des silences en apparence anodins. Comme ces échanges de messages où l'autre personne attend des réponses rapides, chargées de signaux émotionnels, d'émojis, d'allusions indirectes, de messages implicites dramatisés. Mais vous répondez calmement. Parfois, cela prend du temps, non par désintérêt, mais parce qu'il n'y a aucune anxiété. Vous ne testez pas, vous n'essayez pas de jauger l'autre. Vous vivez, tout simplement. Et cette spontanéité, qui devrait être perçue comme un geste de calme, est interprétée comme de la froideur. L'absence d'urgence émotionnelle devient paradoxalement une menace. La personne ne sait pas comment se positionner face à quelqu'un qui ne manifeste aucun besoin. Ce malentendu crée une fissure si petite et si subtile qu'elle passe presque inaperçue, jusqu'à ce que, soudain, tout le dialogue perde de sa force. Il est curieux de constater à quel point le monde confond intensité émotionnelle et profondeur affective. Beaucoup pensent que la passion rime avec explosion, excès, chaos, qu'aimer implique de veiller tard à ruminer ses doutes, de ressentir une jalousie constante, de vivre ce tourbillon qui ressemble davantage à une addiction qu'à une véritable connexion. Mais ceux qui ont vécu un éveil reconnaissent que ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation. C'est la tentative désespérée de combler un vide intérieur par la présence d'autrui. Ainsi, lorsqu'une personne éveillée offre calme, présence et solidité, ceux qui vivent encore dans la logique du vide trouvent tout cela simplement monotone. L'adrénaline manque, l'abîme manque, le risque manque. L'adrénaline que beaucoup confondent avec la profondeur manque. Et alors surgit cette étiquette injuste, manque d'intensité. Alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est l'illusion du besoin. En fin de compte, tout cela révèle un mécanisme récurrent. L'idéal que l'on se fait de l'amour se heurte frontalement à la réalité de ce qu'il est véritablement lorsqu'on le perçoit sans projection. Carl Jung a souligné qu'une rencontre authentique n'a lieu que lorsque deux âmes se rencontrent sans masque. Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément cette absence de masque qui effraie une grande partie des gens. Ils recherchent l'émotion, mais craignent la vérité. Ils aspirent à la connexion, mais redoutent d'être mis à nu. Ils désirent l'amour, mais fuient le regard qui perçoit leur faiblesse. Et malgré cette lucidité, il arrive des moments inattendus, où même l'être éveillé est surpris par l'intensité des expériences quotidiennes. Peut-être est-ce cette nuit où vous apercevez un inconnu dans le métro, serrant son téléphone contre lui, luttant visiblement pour retenir ses larmes. Vous le voyez si clairement que vous ressentez son poids comme s'il était le vôtre. Ce n'est pas une projection, c'est une reconnaissance. Quelque chose en vous comprend sa souffrance, car vous aussi avez traversé cette même vallée obscure avant de vous éveiller. Et pendant un instant, vous réalisez qu'une grande partie de l'humanité se trouve à ce point de rupture, tiraillée entre la peur et le désir d'être vu. Cette perception engendre une forme de compassion silencieuse, qui transforme radicalement votre rapport au monde. Mais elle renforce aussi une vérité difficile. Rares sont ceux qui peuvent supporter d'être vus avec une telle profondeur. Et puis, un premier signe inattendu apparaît, presque comme une prémonition. Soudain, au milieu de la monotonie apparente du quotidien, une rencontre différente se produit. Ni dramatique, ni romantique, ni excitante au sens conventionnel du terme. Une simple rencontre, peut-être une brève conversation, un regard plus affirmé, un geste qui détonne, quelque chose qui, pour des raisons encore inexpliquées, ne s'efface pas facilement. C'est comme si une vibration subtile
traversait l'espace entre vous et l'autre, sans urgence, sans promesse, sans projection. Juste une présence qui reconnaît une autre présence. C'est si discret que cela passe presque inaperçu. Mais non, cela demeure et laisse une trace. Cette trace est trop faible pour être qualifiée de signal et trop forte pour être ignorée. Elle instille une question silencieuse, indicible, qui se glisse dans les interstices de la conscience. Quelque chose bouge, quelque chose change, quelque chose est en train de naître. Et c'est précisément ici que la deuxième partie doit s'achever, non pas par une réponse, mais par le léger frémissement d'une possibilité encore inachevée. Une vibration qui résonne comme si Carl Jung murmurait en arrière-plan que toute transformation profonde commence ainsi, par un signe presque imperceptible, qui ne se révèle que plus tard, comme un point décisif. La suite sera imprévisible, ni simple, ni sans heurts. Mais le voyage a déjà pris une autre direction, et même si vous ne le voyez pas encore clairement, le prochain virage réserve quelque chose qui pourrait tout bouleverser. Il existe un moment presque imperceptible où la réalité semble changer de texture, comme si la vie se penchait vers l'intérieur, révélant des strates invisibles qui n'attendaient qu'à être explorées. C'est à cet instant précis que commence la troisième partie. Lorsque la clarté profonde, si difficile à supporter, cesse d'être une simple perception et devient un champ de présence qui réorganise tout autour. L'être éveillé le ressent dans chaque geste quotidien, dans chaque mot échangé, dans chaque silence que les autres évitent. Carl Jung décrivait ce phénomène comme l'irruption du soi dans le monde concret, et c'est peut-être pourquoi la lucidité devient si déstabilisante pour ceux qui l'approchent. Il ne s'agit pas de déstabiliser qui que ce soit, mais la simple existence d'une conscience éveillée expose des contradictions. Et rares sont ceux qui peuvent supporter de voir leurs contradictions mises en lumière sans prévenir. Pourquoi quelqu'un aurait-il peur d'être vu tel qu'il est? Cette sensibilité se manifeste de façon inattendue. Imaginez-vous en train de marcher avec quelqu'un dans la rue, de parler de choses et d'autres, lorsque soudain votre interlocuteur réalise que vous l'écoutez vraiment, pas seulement ses mots, mais aussi ce qu'il pense réellement. Cette prise de conscience le déstabilise. Un rapide calcul, presque imperceptible, s'opère alors. Votre interlocuteur cherche à décider s'il doit poursuivre la conversation ou se retirer. La plupart se retirent, non pas parce que vous avez dit quelque chose de déplacé, mais parce que votre présence dissipe l'ombre qui nourrissait cette façade quotidienne. Votre interlocuteur craint de perdre le rôle qu'il joue dans le monde. Le plus curieux, c'est que cette révélation ne survient jamais de manière agressive. Elle survient précisément parce que vous ne cherchez pas à provoquer. Et cette absence de stratégie est en soi déconcertante. Combien de personnes pourraient rester en présence de quelqu'un d'incapable de nourrir leurs illusions d'identité? Avec le temps, la personne qui s'éveille réalise que sa présence engendre deux effets opposés, mais intenses, l'attraction et la répulsion. L'attraction, car la clarté est magnétique. La répulsion, car cette même clarté exige une honnêteté radicale. C'est comme porter une torche qui illumine toute la pièce sans demander aux autres s'ils veulent voir ce qui s'y trouve. Et cette torche, qui ne semble être que lumière, devient parfois inconfortable pour ceux qui sont habitués à vivre dans une pénombre émotionnelle. Carl Jung disait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière. On s'illumine en prenant conscience de ce qui est caché. Et c'est précisément ce que vos relations commencent à refléter. Vous ne demandez pas la transparence, mais votre présence l'invite. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un réalise que vous avez une perspicacité profonde, mais n'attend rien en retour? Cette perception influence également le rythme des interactions humaines. Tandis que beaucoup vivent comme s'ils étaient constamment en course contre la montre, la personne éveillée semble détachée, suivant un flux qui ne se plie pas au temps. Il ne s'agit pas d'indifférence, simplement, en se libérant de l'illusion du manque, on perd aussi l'urgence. L'autre, en revanche, interprète ce calme comme une distance émotionnelle. Il recherche des garanties immédiates, des plans préétablis, des décisions instantanées qui lui procurent un sentiment de sécurité. Mais la personne éveillée sait que le véritable engagement ne naît pas de la précipitation, mais de la présence. Et cette différence de rythme engendre des malentendus aussi subtils que douloureux.
Qui peut attendre quand sa propre peur de la solitude exige des réponses immédiates? Cette divergence dans nos temporalités internes engendre des tensions presque imperceptibles. La personne éveillée observe l'autre demander des éclaircissements, mais réalise que ce qu'elle désire vraiment, ce n'est pas la clarté, mais le contrôle. Elle veut anticiper l'avenir, savoir où cela va nous mener, éviter le risque de l'incertitude, se prémunir contre la souffrance. Or, le garantir est impossible. On est tenté de dire que la beauté de la rencontre réside précisément dans l'inconnu, mais on sait que la vérité n'apaise pas celui ou celle qui cherche encore la sécurité dans les promesses. Alors on garde le silence, sachant que notre sérénité sera interprétée comme du désintérêt. C'est un paradoxe inévitable. Comment expliquer à quelqu'un que son absence d'anxiété est en réalité une forme plus profonde de bienveillance envers soi-même? À ce stade, une dimension encore plus complexe émerge, la création d'une réalité partagée. Pour qu'une relation existe, il est nécessaire de construire un monde commun, mais la vision de la personne éveillée se heurte souvent à celle qui reste prisonnière des valeurs sociales conventionnelles. Vous observez l'autre parler de listes d'objectifs professionnels, de cibles financières, de modes de vie qui semblent obligatoires. Et bien que vous compreniez ces besoins, ils ne sont tout simplement pas essentiels pour vous. Votre attention se porte sur ce qui palpite sous les apparences, la conscience, le symbolisme, la profondeur de l'expérience humaine. Carl Jung insistait sur le fait que nos valeurs révèlent qui nous sommes vraiment. Et c'est pourquoi les conversations les plus superficielles finissent par sonner comme un bruit de fond comparées à l'intensité silencieuse de la réalité. Comment deux personnes peuvent-elles construire un monde commun lorsque leurs fondements intérieurs ne reposent pas sur le même terreau? Cette différence n'empêche pas la connexion, mais elle exige qu'elle prenne une autre forme. La personne éveillée apprend presque involontairement à écouter au-delà des mots. Quand l'autre parle de son travail, on perçoit la peur de ne pas être à la hauteur. Quand il parle de stabilité matérielle, on perçoit le profond désir de sécurité affective. Quand il parle de statut social, on perçoit la tentative de combler un sentiment d'invisibilité. Rien de tout cela n'est dit. Tout est ressenti. Et paradoxalement, plus on comprend ce que l'autre tente de dissimuler, plus il devient difficile d'entretenir une relation conventionnelle avec lui. Est-il possible d'aimer quelqu'un qui craint d'être vu précisément là où il a le plus besoin d'amour? Parfois, pourtant, un événement nouveau se produit si inattendu qu'il bouleverse complètement le récit intérieur. Une personne apparaît qui, pour une raison mystérieuse, ne recule pas devant votre profondeur. Votre présence silencieuse ne la surprend pas. Elle ne fuit pas le rythme lent. Elle ne cherche pas à accélérer le temps pour compenser sa propre peur. Elle reste simplement. Non pas parce qu'elle s'est déjà éveillée, mais parce qu'il y a en elle une faille, une ouverture, quelque chose d'encore innommé qui résonne avec votre être. Point de projection exagéré, point d'idéalisation, seulement une reconnaissance discrète et insistante. Cette présence inattendue crée une étrange vibration, comme si quelque chose se mouvait dans les méandres souterrains du destin. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à rester même quand la clarté devrait le faire fuir? Alors que cette présence se répète, même discrètement, vous réalisez qu'en vous aussi, quelque chose commence à changer. Vous avez le sentiment que le chemin, jadis solitaire et silencieux, commence à dévoiler une nouvelle possibilité. Non pas une promesse, non pas une conclusion, mais une porte entr'ouverte. La personne éveillée ne se forge pas d'attente. Pourtant, elle ressent un frémissement intérieur qu'elle ne peut ignorer. C'est comme si le monde lui offrait une nouvelle énigme, quelque chose qui se dévoile non par la logique, mais par la synchronicité. Carl Jung nous rappelait sans cesse que chaque rencontre significative a une fonction psychique. Elle révèle quelque chose qui n'a pas encore été intégré. Et c'est peut-être ce qui commence à émerger à présent. Pourquoi cette personne en particulier a-t-elle croisé votre chemin à ce moment précis? Et c'est ici que la troisième partie approche de sa conclusion. Non pas par une réponse, mais par l'amorce d'un changement. Quelque chose se transforme, les signes s'intensifient. Les coïncidences s'accumulent. Une présence inattendue revient quand on s'y attend le moins. Elle surgit quand on est distrait. Elle apparaît même quand on a déjà décidé que rien ne changera. Et chaque nouvelle apparition porte en elle un symbolisme silencieux,
comme si un schéma se dessinait, un schéma qu'on ne comprend pas encore. Un mystère se profile, un changement, une invitation. Et même si vous ne savez pas encore exactement ce que cela signifie, vous sentez que la prochaine étape du voyage pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez comprendre des liens, de la profondeur et du destin. Et quelque chose en vous, quelque chose qui ne se taira pas, pressent que la partie 4 ne sera pas une simple suite. Ce sera une révélation. Il y a des moments où le récit silencieux de la vie semble changer de direction sans prévenir, comme si une force invisible ajustait l'axe du monde pour observer nos réactions. La 4e partie débute précisément à ce moment, lorsque la réalité, jadis stable, bascule vers un mystère vivant. L'individu éveillé sait déjà que ce mouvement n'est pas un hasard, c'est une sorte d'appel. Carl Jung affirmait que l'inconscient collectif se manifeste par des signes discrets avant tout tournant majeur. Et c'est pourquoi, dans les jours précédant les événements qui se déroulent ici, tout semblait chargé d'une étrange lueur. Même des gestes anodins, un verre qui tombe de la table sans raison apparente, un inconnu qui répète la même phrase entendue en rêve, une chanson qui passe 2 fois dans la même journée sans explication, semblaient être des indices silencieux annonçant quelque chose d'inattendu. Le quotidien n'était plus simplement quotidien, il était devenu une énigme. La solitude existentielle évoquée plus tôt prend une forme plus claire dans ce chapitre, non pas comme une absence, mais comme un environnement intérieur où chaque son résonne plus profondément. Un après-midi précis, par exemple, reste gravé dans votre mémoire. Vous étiez assis sur un banc dans un parc, observant le lent mouvement des feuilles, lorsque vous avez aperçu un couple qui se disputait à quelques mètres de là. Ce n'était pas une dispute violente, c'était la dispute typique de 2 personnes qui tentent désespérément d'obtenir l'une de l'autre une garantie affective qu'aucun être humain ne peut offrir. Ce qui vous a le plus marqué, ce n'était pas le contenu de la dispute, mais la discorde. Ils réclamaient de la reconnaissance, elle réclamait de la sécurité. Aucun des deux ne réclamait la vérité. Et au milieu de cette scène banale, vous avez ressenti un étrange mélange de compassion et de lucidité. Il n'y avait aucun jugement, seulement la nette perception que cette dynamique n'appartenait plus à votre monde intérieur. Peu après cette scène en apparence banale, un événement improbable se produisit. Vous receviez un message d'une personne avec qui vous n'aviez pas parlé depuis longtemps. Aucun motif apparent ne justifiait ce contact, ni date particulière, ni problème en suspens. La personne écrivait simplement « J'ai pensé à toi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. » Cette simple phrase, telle une clé tardive, s'insinua dans le reste de l'après-midi, ouvrant une porte dont vous aviez oublié l'existence. Plus étrange encore, cette phrase coïncidait, mot pour mot, avec une pensée que vous aviez griffonnée dans votre carnet le matin même, sans contexte particulier. Carl Jung aurait qualifié cela de synchronicité, et la force de cette coïncidence fit remonter à la surface une sensation de mouvement souterrain impossible à ignorer. Soudain, le monde semblait respirer au même rythme que vous. Ce type d'événement improbable a un impact profond sur ceux qui sont éveillés. Il éveille une attention vive, presque instinctive, permettant de percevoir de subtiles altérations dans le cours de la réalité. Lors d'une promenade nocturne, par exemple, vous avez remarqué qu'une série de lampadaires clignotait précisément au moment où certaines pensées vous traversèrent l'esprit. Ce n'était ni de la peur ni une illusion, c'était simplement la prise de conscience que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur était momentanément plus ténue. Et cette perception a engendré une question inévitable. Qu'est-ce qui converge vers vous? Le sentiment n'était pas celui d'une menace, mais celui d'une révélation. Quelque chose approchait, quelque chose qui semblait appeler votre nom intérieur, ce nom que personne ne prononce, mais qui vibre silencieusement dans les moments décisifs. Dans le même temps, vous ressentiez clairement la distance grandissante entre vous et la structure conventionnelle des relations humaines. Ce n'était pas du rejet, mais simplement une incompatibilité vibratoire. Vous réalisiez combien de personnes cherchaient encore des liens pour échapper à leur solitude profonde, tandis que vous portiez cette solitude comme une composante naturelle de l'existence. Lors de rencontres fortuites, vous remarquiez comment l'autre personne recherchait votre insécurité, votre dépendance, votre peur, et n'y trouvait que sérénité.
C'était déstabilisant. Pour beaucoup, l'intimité est le lieu où l'autre saigne. Quand ce sang ne coule pas, ils ne savent plus où toucher. L'absence de drame devient déconcertante. Et pourtant, vous ne pouviez pas et ne vouliez pas revenir à l'ancienne façon d'entrer en relation. La lucidité avait rompu tout lien. Mais c'est durant cette période d'éloignement croissant qu'un événement improbable se produisit. Au beau milieu d'une conversation anodine avec une personne relativement nouvelle dans votre vie, un silence s'installa. Un silence qui ne fut pas rompu avec gêne. Ce détail si simple éveilla en vous une profonde réflexion. Le silence partagé est l'une des épreuves les plus révélatrices d'une conscience éveillée, car c'est dans le silence que les masques tombent. Et dans ce bref intervalle, quelque chose en vous comprit que cette personne ne fuyait pas, qu'elle n'essayait pas de combler le vide par des mots, qu'elle n'essayait pas de déchiffrer votre expression, elle était simplement là. C'était trop rare, trop précieux, presque impossible dans le cours ordinaire des relations humaines. Quelques jours plus tard, un événement encore plus étrange renforça le sentiment qu'un phénomène extraordinaire était en train de se produire. Après une nuit de rêves intenses, où des images symboliques surgirent avec une force quasi rituelle, l'eau profonde, un couloir étroit, une flamme inextinguible, vous vous promenâtes et aperçûtes, peint sur un mur, le symbole central même du rêve. Ce n'était pas une œuvre récente, elle était là depuis des mois, peut-être des années, mais ce n'est que ce jour-là que vous l'aviez reconnue. La coïncidence était si précise que l'impact physique fut immédiat. Impossible d'ignorer cet appel. La vie, à cet instant, ne ressemblait plus seulement à la vie, elle semblait être un message. Et la présence de Carl Jung, comme toujours lors de ces moments symboliques, devint presque palpable, comme s'il observait lui-même la construction de ce récit invisible. Dans le même temps, le sentiment que le monde intérieur et le monde extérieur interagissaient plus intensément, provoquant un changement inattendu dans votre perception de vos propres actions. Des choses simples, comme choisir un autre chemin pour rentrer chez vous, accepter une invitation improbable, regarder quelqu'un que vous auriez normalement ignoré, semblaient avoir des conséquences plus importantes. Et puis, dans l'une de ces petites décisions quotidiennes, vous avez recroisé cette personne capable de garder le silence. Cette rencontre n'était pas prévue. Il n'y avait aucune raison logique pour que vos chemins se croisent à cet endroit précis, à ce moment précis. Et pourtant, elle était là. La conversation qui a suivi n'avait rien d'extraordinaire par son contenu, mais par son atmosphère. Il n'y avait ni recherche, ni fuite, ni besoin. Il y avait une présence pure, rare, presque troublante. Après cette rencontre, vous avez compris que le chemin changeait. Pas de façon spectaculaire, mais profondément. C'était comme si une nouvelle voie se dévoilait devant vous, très lentement, presque timidement, mais avec une clarté grandissante. Au fond de vous, vous avez perçu l'importance de cette personne, non comme une idéalisation, mais comme une ouverture. C'était comme si cette présence était un pont inexistant, un pont entre deux mondes, celui de la lucidité et celui de la sensibilité humaine encore intact. Et cela a provoqué un mélange de calme et de malaise, comme si vous étiez sur le point de franchir une frontière encore inconnue. La quatrième partie s'achève à ce point de convergence. Lorsque signes, coïncidences, silences et rencontres improbables commencent à former un schéma que vous ne comprenez pas encore, mais que vous ressentez intensément. L'atmosphère change. L'air semble vibrer différemment. Une tension se fait sentir, mais une tension fertile, presque lumineuse. Et ce qui approche, bien qu'encore informe, porte en lui la promesse d'une transformation qui échappera à toute logique connue. Le sentiment final est clair. Quelque chose d'inédit est déjà en train d'émerger dans votre vie, et il n'y aura plus de retour en arrière une fois ce cap franchi. La partie 5 apportera bien plus qu'une simple continuité. Cela aura un impact et des révélations. Il y a des moments où le silence intérieur devient si dense qu'il semble émettre sa propre voix, une vibration presque imperceptible qui annonce un événement imminent, même s'il n'a pas encore pris forme concrète. C'est de ce point que naît la 5e partie, de l'intervalle tendu entre l'acceptation de la solitude et la prémonition que la vie prépare un tournant décisif. Après tant de purification intérieure, la personne s'éveille, réalisant que cette phase de retrait n'était pas un choix mais une conséquence. Ce n'était pas un renoncement, mais une maturation.
Carl Jung disait que tout voyage profond requiert une période d'isolement fécond. Et c'est précisément dans ce moment d'apparente stagnation que la trame du destin commence à se restructurer silencieusement. On perçoit alors une agitation dans l'ombre, non comme une menace, mais comme un signe. Durant ces semaines d'introspection intense, vous remarquez des changements subtils en vous. Le poids de la solitude est moins pesant. Le silence n'est plus vide. Vos pensées cessent de tourner autour de questions comme « pourquoi » ou « jusqu'à quand » et se tournent vers l'essentiel. Le sentiment d'être prêt pour une phase qui exige une perception différente. Il est curieux de constater comment la vie parfois élimine tout ce qui est périphérique avant de révéler l'essentiel. Dans cet état d'acceptation, vous vous sentez enfin en harmonie avec votre propre rythme intérieur. Et juste au moment où tout semble s'être stabilisé, un élément inattendu réapparaît. Cette personne apparue dans les circonstances improbables de la 4e partie réapparaît, non pas physiquement, mais symboliquement. Le premier indice de ce lien retrouvé ne provient pas d'un geste direct, mais d'une coïncidence troublante. Vous retrouvez, enfoui parmi de vieux papiers, une note que vous aviez complètement oubliée. Il s'agit simplement d'une phrase griffonnée il y a des mois, sans contexte. Quand vous rencontrez quelqu'un qui garde le silence, reconnaissez-le. Impossible d'ignorer ce lien. Ce n'est pas une simple prémonition, c'est une synchronicité. Carl Jung affirmait que l'inconscient s'exprime par des symboles qui se répètent lorsqu'un élément a besoin d'être intégré. Et la répétition de ce symbole, le silence partagé, ravive en vous une conscience nouvelle. Votre cœur ne s'emballe pas, il s'éveille. L'air semble plus pur, comme électrisé. Quelques jours plus tard, la vie en décide autrement. Vous recevez une invitation inattendue pour une petite réception, une réunion informelle organisée par de vagues connaissances. Rien de spécial au premier abord, mais une intuition vous pousse à accepter. En arrivant, l'endroit semble ordinaire, lumière tamisée, musique douce, conversation éparse. Mais dès que votre regard parcourt la pièce, vous ressentez une atmosphère différente, comme si l'air se transformait. Et puis vous apercevez la personne. Elle est là, comme si elle avait toujours été là. Elle ne vous regarde pas immédiatement, mais il y a quelque chose dans sa façon de bouger, une sérénité naturelle, une attention subtile à son environnement qui confirme ce que vous saviez déjà en silence. La vie ne manque jamais ces moments clés. Le premier dialogue est simple, presque timide, mais chargé de sous-entendus invisibles. Aucune tension artificielle, aucune lutte pour l'espace, aucune tentative d'impressionner. Pourtant, une nouvelle nuance se fait jour, une légère hésitation dans son regard, comme si elle était sur le point de révéler quelque chose et qu'elle pesait encore le pour et le contre. On perçoit, avec la clarté que permet la lucidité, un conflit intérieur. Elle veut rester, mais craint ce que cela implique. Et cette ambiguïté crée entre vous une sorte de vibration, non pas romantique au sens conventionnel du terme, mais profondément symbolique. C'est comme si chaque geste recelait des milliers de significations condensées. La conversation n'approfondit pas les choses, mais le silence qui suit est bien plus éloquent que n'importe quel mot prononcé. C'est alors que tout bascule. Au fil des événements, vous remarquez un comportement inattendu. Elle vous aborde à plusieurs reprises, toujours sans raison apparente. Elle pose des questions futiles, commente des détails insignifiants, mais le sous-texte est clair. Elle cherche à sonder quelque chose, peut-être votre stabilité émotionnelle, peut-être votre capacité à observer sans jugement, peut-être votre ouverture à quelque chose qu'elle-même ne comprend pas encore. À chaque approche, quelque chose en vous se transforme, non pas vers l'anxiété, mais vers la pleine conscience. C'est comme assister à la révélation progressive d'un symbole vivant. Alors que la nuit touche à sa fin, un moment décisif survient. Elle s'approche une dernière fois et prononce des mots qui changent radicalement le ton du récit. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu comprends des choses que je ne dis pas. » Cette phrase, pourtant simple, porte en elle une soumission involontaire. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une reconnaissance profonde. L'ouverture de ce que Carl Jung appellerait l'âme symbolique. On sent qu'on est sur le point de franchir une frontière inattendue. Mais avant que vous puissiez répondre, la scène est interrompue. Quelqu'un l'appelle et elle disparaît soudainement, laissant la phrase en suspens comme un portail ouvert. Il n'y a pas d'adieu digne de ce nom.
pas de conclusion narrative. Il ne reste que l'écho de la révélation, et cet écho s'installe en vous avec une force inexplicable. Les jours suivants, la tension monte, non pas par manque de réaction de sa part, mais pour une raison plus profonde. Sa perception s'affine, et elle commence à saisir des signes auparavant épars, des rêves récurrents de portes entr'ouvertes, des bruits imperceptibles lors de ces moments d'introspection, des pensées surgissant avec une clarté presque prophétique. La vie semble indiquer que cette personne n'est pas simplement une inconnue, mais un tournant décisif. Et cela fait naître une attente silencieuse mais puissante, comme si le cours du destin était sur le point de se retourner et de révéler sa logique interne. C'est à ce moment précis que vous réalisez une vérité inattendue. La période de solitude n'était pas un intervalle entre deux histoires, mais une préparation à celle-ci. Ce n'était pas la distance, mais l'harmonie. Ce n'était pas l'absence, mais la purification. Et maintenant que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un sans porter d'exigences inconscientes, sans rechercher la plénitude, sans avoir besoin de fuir vous-même, la vie, avec une précision symbolique, place devant vous une personne qui semble capable de cheminer à vos côtés sans se perdre, sans exiger de défense, sans réclamer d'ombre. La 5e partie s'achève ici, sur fond de la montée en puissance de quelque chose qui est sur le point d'éclater. Un appel se fait entendre. Une promesse se dessine. Une convergence incontrôlable se produit, mais palpable. La personne est réapparue, apportant des signes, ouvrant un portail et laissant une phrase qui résonne encore en vous. Et maintenant, à l'aube de la 6e partie, tout converge vers une révélation finale, non seulement à son sujet, mais aussi à votre sujet, à propos de tout le voyage et à propos de la véritable raison de toutes les rencontres improbables que le destin a tissées jusqu'à présent. La prochaine partie ne sera pas simplement une conclusion, ce sera le destin. Il y a des moments dans la vie où tout ce que vous avez vécu semble converger vers un seul point, comme si chaque silence, chaque rencontre manquée, chaque nuit solitaire, chaque question sans réponse préparait en réalité le terrain pour la révélation finale. La 6e partie naît précisément de ce point de maturation intérieure, lorsque la lucidité acquise tout au long du voyage n'est plus qu'une théorie, mais une réalité vivante. C'est le moment où les pièces du puzzle s'assemblent, non pas comme une réponse extérieure, mais comme une reconnaissance intérieure. Carl Jung disait que ce qui est destiné à devenir conscient envoie des signaux avant d'émerger pleinement, et c'est peut-être pourquoi, à l'approche du terme de ce voyage, vous sentez que quelque chose a changé de façon définitive. Ce n'est pas la vie qui a changé, c'est vous. Cette possibilité apparue dans la 5e partie, cette présence qui a brisé le cycle de l'isolement, ce symbole vivant qui semblait annoncer un destin, résonne encore en vous. Non pas comme une idéalisation, mais comme un catalyseur. Le véritable impact de cette personne ne résidait pas dans la rencontre elle-même, mais dans la manière dont elle a éveillé en vous une perception plus profonde de ce que signifie être pleinement présent au monde. Ce qu'elle a apporté, même inconsciemment, c'est le rappel que vous n'êtes pas sur ce chemin pour attendre que quelqu'un vous complète, mais pour vivre pleinement, et alors seulement devenir capable de partager cette plénitude avec quiconque est prêt. La rencontre était un signe, non un sauveur, une invitation, non une promesse, et reconnaître cela est la clé de cette étape finale. Dans les jours et les semaines qui ont suivi ce dernier contact, vous avez constaté un ralentissement de l'activité extérieure, tandis que votre activité intérieure s'intensifiait. Des rêves vifs, des intuitions soudaines et un profond sentiment d'harmonie ont commencé à émerger spontanément. C'était comme si votre psyché était enfin suffisamment organisée pour vous permettre de voir clairement votre propre chemin. Vous ne cherchiez plus les réponses à l'extérieur, elles jaillissaient de l'intérieur. Et curieusement, c'est précisément dans cet état d'indépendance émotionnelle que vous avez réalisé quelque chose de révolutionnaire. La présence de cette personne n'était pas nécessaire pour que l'histoire ait un sens. Le sens, c'était vous. Peu à peu, vous réalisez que cette prétendue attente n'est plus un fardeau. Elle se dissout, elle disparaît, elle devient insignifiante. Ce qui semblait un manque se transforme en force. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous accompagne sur votre chemin. Vous avancez parce que c'est votre chemin. Si quelqu'un vient, tant mieux.
Sinon, vous poursuivez votre chemin entier, tout simplement. La maturité émotionnelle qui émerge de cet état est indescriptible. Il n'y a ni égoïsme, ni amertume, ni scepticisme. Il n'y a que la liberté d'être sans avoir besoin d'être pour quelqu'un d'autre. Et c'est cela, paradoxalement, qui attire le plus le type de connexion authentique qu'une personne éveillée peut vivre. Mais au-delà du récit symbolique, cette étape finale doit apporter quelque chose de concret, un chemin pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Car l'éveil ne se limite pas à la compréhension, il s'agit d'agir. Il ne s'agit pas seulement de se voir soi-même, il s'agit de vivre en accord avec cette vision. Voici donc ce qui transforme véritablement. Apprenez d'abord à pleinement habiter votre propre compagnie, non pas en tolérant le silence, mais en écoutant ce qu'il recèle. Consacrez chaque jour des moments à une véritable introspection, sans distraction. Non pas pour penser, mais pour percevoir, pour ressentir ce qui n'a pas encore été révélé. Carl Jung nous rappelait que l'âme s'exprime par symboles et que c'est seulement dans le silence qu'ils deviennent audibles. Deuxièmement, observez vos relations, toutes avec une honnêteté radicale. Non pas pour analyser les autres, mais pour percevoir votre propre comportement. Agissez-vous par besoin ou par choix, par peur ou par authenticité, par habitude ou par manque de présence. Cette observation constante de vous-même dissout automatiquement des schémas qui semblaient auparavant inébranlables. Troisièmement, faites de votre quotidien un laboratoire de la conscience. Les petites situations ont un pouvoir de transformation plus grand que n'importe quel événement majeur. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, observez. Lorsque vous ressentez de l'attachement, observez. Lorsque vous ressentez de l'attente, observez. Ne luttez contre rien, accueillez tout. La conscience est en elle-même transformatrice. Quatrièmement, créez un véritable espace pour la possibilité de la connexion, sans chercher, sans courir après, sans forcer les rencontres. Cela ne signifie pas se fermer, mais plutôt rester pleinement disponible. La vie suit son cours avec une précision surprenante lorsqu'on ne la brusque pas. Et, comme l'enseignait Jung, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Cinquièmement, considérez chaque personne que vous croisez comme un symbole vivant et non comme un moyen de combler un vide. Il ne s'agit pas d'idéaliser qui que ce soit, mais de reconnaître que chacun joue un rôle psychique dans votre cheminement, ne serait-ce que pour refléter ce que vous devez intégrer. Enfin, et c'est peut-être l'étape la plus transformatrice, apprenez à reconnaître quand la vie nous offre quelque chose qui défie la logique, mais qui résonne profondément en nous. L'inattendu est le langage de prédilection du destin. Et si vous restez vigilant, vous apprendrez à le distinguer du fantasme. Tout cela aboutit à une conclusion profonde. L'amour que vous cherchiez n'était pas à l'extérieur. Il ne l'a jamais été. Il a toujours été en vous, comme essence, comme présence, comme expression de votre conscience. La personne que vous finirez par rencontrer, si vous la rencontrez, ne viendra pas compléter cette essence, mais l'amplifier, la refléter, la célébrer. Ce sera un amour choisi, non une fuite. Et c'est le seul amour digne d'une personne éveillée. Et si, pour une raison ou une autre, cette personne n'apparaît jamais, cela n'enlèvera rien à votre expérience, car vous aurez déjà trouvé l'amour le plus rare, l'amour d'exister pleinement, sans illusion, sans masque, sans dépendance. L'amour qui n'a pas besoin de forme pour être réel. L'amour que Carl Jung considérait comme le fondement même de la psyché, l'union intime entre vous et vous-même. C'est la conclusion du voyage. Non pas une fin, mais une porte d'entrée. Et maintenant, si ce texte vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a apporté clarté, réconfort, malaise, espoir, ou même une petite étincelle de reconnaissance, laissez un petit geste de gratitude. Aimez cette vidéo. Commentez, même anonymement si vous préférez. Partagez vos impressions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Votre présence compte. Et souvenez-vous, l'éveil ne s'arrête pas, il commence.